Bonjour à tous. Avant de démarrer cet entretien, je vous invite à participer à la grande campagne de dons défiscalisés d'ici le 31 décembre 2023. Livre Noir souhaite récolter près de 50 000 € pour créer un pôle enquête dédié à l'extrême gauche et à l'islamisme. Merci de votre soutien. Vous trouvez tous les détails en commentaire et n'hésitez pas également à vous rendre en kiosque pour vous procurer notre nouveau magazine Une terre, deux peuples. Bon entretien. Bonsoir Pierre Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien Livre Noir. Vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur d'une note en 2 volumes sur le wokisme pour la Fondapol. Vous publiez Comprendre la révolution woke aux éditions Gallimard. C'est un livre très documenté sur le wokisme, sur ses racines psychologiques, politiques, philosophiques. Nous y reviendrons. Pour commencer cet entretien et conformément à la tradition de l'émission, je vais vous lire une citation. C'est une citation du sociologue Geoffroy de Laganerie. « Nous vivons aujourd'hui une époque inquiétante, peut-être pré-fasciste, et il est fou de remarquer que l'espace culturel et médiatique ne fait pas obstacle à ces pulsions, mais s'en fait le relais complaisant. Que soit présenté comme une ouverture le fait de diffuser des propos et des auteurs aussi violents est accablant. Rendre infréquentable un certain nombre d'auteurs et de thèmes me paraît à l'inverse la définition même d'une démarche progressiste. » Qu'est-ce que cette citation vous évoque, Pierre Valentin ? Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Je trouve la citation très intéressante, notamment parce qu'elle rejoint un autre terme qu'on a beaucoup entendu, je dirais, par les journalistes français et non italiens, pour décrire Giorgia Meloni, qui était le terme post-fasciste. Et donc là, le pré-fascisme et le post-fascisme, manifestement, s'embrassent. Pourquoi ce terme de post-fascisme, et on reviendra sur le pré-fascisme après, m'intéresse ? C'est qu'il faut comprendre la logique d'une part du gauchisme, qui est cette obsession de la dissidence, qu'on retrouve notamment chez Herbert Marcuse de l'école de Francfort, qui a pour vocation de puiser sa légitimité par la mise en avant d'un ennemi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui me permet de lapider quelqu'un ? C'est si je suis David contre Goliath. Sans Goliath, je n'ai plus le droit de lapider. Et il faut arriver à comprendre cette logique-là, et lorsqu'on dit parti post-fasciste, j'ai trouvé le terme fascinant parce que il a un côté descriptif, très neutre, qui est de dire factuellement, c'est un parti qui a lieu après le fascisme, ça c'est inattaquable. Mais évidemment, il y a un contenu normatif aussi. Et c'est l'ambiguïté des deux qui donne sa force et sa fourberie au terme, parce que c'est un terme que va utiliser Marcuse aussi dans ses écrits en disant nous sommes dans une époque post-fasciste. Donc lui, il écrit plutôt autour des années 60 sur les États-Unis d'Amérique, qu'il compare sans vergogne à l'Allemagne nazie, en disant, à n'importe quel moment, un nouveau Auschwitz, en gros, peut arriver. Donc dans cette époque post-fasciste, il faut être particulièrement vigilant, il faut exclure, c'est ce que nous dit Geoffroy de Laganerie également, pour prévenir l'irruption du nouveau fascisme qui menace de ressurgir à n'importe quel moment. Et moi je pense que le terme de fascisme, notamment à cause de personnes comme les auteurs qu'on a cités là, a perdu une grande part de sa pertinence pour décrire notre époque actuelle. Je ne fais pas partie de ceux qui reprennent ce terme à leur compte pour décrire tous leurs ennemis politiques. Mais pour autant, je pense que cette façon de faire de logique dissidente, très paradoxalement, au nom d'un anti-totalitarisme, on y reviendra peut-être, a le potentiel ou la potentialité de faire advenir une forme de totalitarisme par dissidence. Ce qui est paradoxal à comprendre, mais à mon sens crédible. Et par ailleurs, c'est la thèse du dernier ouvrage de Mathieu Bocoté, la lutte contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui ressemble de ce point de vue-là au pré-fascisme ou au post-fascisme, pourrait faire advenir en réalité le monstre qui pense combattre. Et on le voit sur l'antisémitisme aussi, qui a fait un long trajet et qui aujourd'hui revient, là j'ai partagé ce matin sur les réseaux sociaux, un rendez-vous de plusieurs grandes universités, ou de l'une d'entre elles, je ne sais plus qui est, Harvard ou Yale ou quelque chose comme ça, où ils n'ont pas réussi à condamner clairement des appels au génocide de juifs au sein de ces grandes universités.
Et donc là, c'est des gens qui ont construit leur logiciel sur éviter le retour des années 30, éviter la menace, la peste brune, et qui en fait, par dissidence, y reviennent. Et peut-être qu'on en reparlera après, mais pour moi, c'est une logique non pas accidentelle, mais inéluctable de leur logiciel. Alors, vous avez été un des premiers à étudier justement ce phénomène du wokisme. Vous avez écrit une note pour la Fondapol, vous publiez maintenant cet ouvrage. Est-ce que vous avez été justement personnellement confronté au wokisme, notamment pendant que vous faisiez vos études ? Alors moi, j'ai grandi en bonne partie à Londres, où pour le coup, le monde anglo-saxon en général, mais Londres en particulier, a plusieurs temps d'avance sur ce qu'on vit en France culturellement. Enfin, avance. C'est selon, le propos n'est pas normatif, là aussi, descriptif. Et typiquement, en première terminale, donc dans le système anglais, dans une école très privilégiée, on nous enseignait que le thème de l'année en littérature anglaise était « Struggling for Identity », donc lutter pour son identité. Non pas l'identité nationale, évidemment, mais l'identité individuelle, parfois créée de toutes pièces. Et un des deux livres sur lesquels on passait l'année à analyser, à chercher des techniques littéraires, des figures de style, etc., s'appelait Trumpet, et décrivait la vie d'un jeune homme dont le père, joueur de jazz, meurt, et quand il meurt, il se rend compte que son père, en réalité, était une femme. Et que son père, donc marié à sa mère, mais là, il faut mettre des guillemets assez rapidement, donc n'était pas ce qu'il prétendait être, et tout le livre se place du point de vue du désarroi du fils qui découvre qu'il n'avait pas de père, et donc il se pose des questions sordides, mais logiques, du style comment suis-je arrivé sur Terre ? Des descriptions sordides du style mon père se rasait, est-ce qu'il fait semblant ? Mais tout ça sous l'angle in fine d'une résolution à la fin qui est finalement il accepte et il trouve ça formidable. Donc ça c'était un an passé là-dessus, et l'année d'après on passait à Shakespeare, donc je me frottais les mains en me disant chouette, et de fait c'était beaucoup mieux, mais quand même dans une des pièces dont la traduction française m'échappe, qui s'appelle As You Like It, on a un personnage femme qui se déguise temporairement en homme, et ça pour ma professeure, et ensuite je suis allé vérifier, il y a en effet tout un livre qui défend cette thèse par ailleurs, c'est la preuve que Shakespeare défendait la cause transgenre à l'époque. Et ensuite je suis arrivé à l'université d'Exeter en licence, ça c'était de 2016 à 2020 globalement, et là il y avait un événement que j'avais décrit dans la note Fondapol, mais il y avait aussi et surtout par exemple, un immense drapeau LGBT qui fait, je pense, 5 mètres de haut et 25 mètres de long, qui couvrait toute la pièce qui était le forum, qui était à la fois symboliquement et physiquement la place centrale de l'université. Et ouais, un certain nombre de paniques morales, des vraies, sur le campus, qui avaient vraiment secoué le campus. Donc j'étais confronté à ça très jeune, et en arrivant dans le monde universitaire français, j'étais assez près, et je me suis dit, il faut en parler, ça va nous tomber dessus, statistiquement c'est toujours le cas. Des tendances sociétales comme par exemple les No Kids nous arrivent aussi dessus avec toujours quelques années de retard. Donc ça m'a donné entre guillemets un peu d'avance sur ce qui allait nous arriver. Et c'est pour ça que j'ai pu en parler assez tôt, avant que le phénomène soit véritablement connu en France. Est-ce que vous avez pu être confronté justement à des incidents sur le campus avec des élèves qui voulaient censurer des professeurs ou se censurer entre eux ? Oui. Donc l'événement que j'avais en tête, que j'avais donné dans le premier volume de la note Fondapol, c'était entre 3 et 5 élèves sur un groupe WhatsApp qui avaient tenu des propos racistes et fait des blagues racistes. Il y avait des captures d'écran qui avaient été prises, qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux. L'université s'était mobilisée. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des appels à la manifestation sur le campus pour démontrer, et c'était très intéressant pour comprendre leur logiciel, mais ça je l'ai compris qu'a posteriori, que ces événements n'étaient pas de nature accidentelle ou de l'ordre de l'exception, mais démontraient qu'il y avait quelque chose de systémique au sein de l'université. Et dans les appels à manifestation, il y avait très clairement dans les descriptions des posts Facebook, venez nombreux pour donner vos témoignages, pour qu'on puisse démontrer que c'est de nature systémique. Et donc, pour rentrer dans le forum, on avait des grosses manifestations devant, assez agressives. Les discussions sur le campus étaient de l'ordre de vous rendez-vous compte, une fois, il y a un an,
J'ai vu quelqu'un qui, une fois, avait un cours avec quelqu'un qui avait un cours avec l'un des élèves qui avait fait ces postes-là. Ça aurait pu être nous. Donc des discussions assez angoissantes, des chuchotements, un sorte de, pour le coup, de pré-totalitarisme d'atmosphère ou quelque chose d'assez glaçant. Et ce qui était très intéressant, c'était de voir, et ça c'est une constante dans les analyses bureaucratiques du wokisme, de voir les instances administratives pliées pour 3 fois rien. Le président de l'université, j'ai encore chez moi le magazine papier, accordé un entretien au magazine d'Exeter en disant on a été mauvais, je m'excuse, comme s'il était responsable des conversations WhatsApp de ses élèves. Et la répression a été très très sévère parce que non seulement évidemment les noms de ses élèves sont disponibles sur Google et en termes d'embauche future vont sérieusement compliquer les choses, même de vie sociale dans certains cas. L'association de droit dans laquelle étaient les élèves a été dissoute. La police s'est mêlée de l'affaire et les élèves ont été exclus de l'université. Et donc, c'est ce genre de choses qui posent des normes. Et ce qui est intéressant, c'est que peu après mon départ, l'université a été poussée à se décoloniser, comme ils disent, sur le plan intellectuel. Ce qui signifie, alors pas grand-chose en général, mais ce qui signifie là précisément le fait d'avoir dans les corpus intellectuels plus d'auteurs de couleur et de femmes, quitte à, et c'est là où on voit le rapport entre, disons, les quotas et la baisse de niveau, à accepter non pas des articles académiques, donc sourcés, rigoureux, revus par leurs pairs, comme on dit, mais éventuellement, cet élargissement devrait accepter des tweets, des blogs et des analyses de choses beaucoup moins rigoureuses pour parvenir à cette diversité ethnique et sexuelle des intellectuels. Et il y a eu quand même quelques professeurs, dont certains que j'avais eus, qui se sont opposés à ça, mais globalement, je pense que c'est passé. Et donc, c'était intéressant de faire un zoom sur un cas que j'avais connu et de voir les évolutions, de voir des analyses, enfin de confronter a posteriori des analyses plus abstraites et générales sur comment fonctionne une annulation en général, comment fonctionnent les paniques morales sur le campus, et cet exemple précis que j'avais pu voir de mes yeux, et de voir la théorie et la pratique s'embrasser là-dessus. Et ça, je trouvais ça intéressant d'en parler. Et est-ce que quand vous êtes arrivé en France, parce que vous avez fait aussi un master, enfin vous avez fait un master en France, vous avez constaté le même phénomène dans l'université française ? Un petit peu. Moi, c'était pas l'université la plus à gauche qui soit, et c'était en sciences politiques, ce qui est partiellement préservé. En fait, ce que je dirais, c'est qu'il y a, dans les universités même dites, ouvrez les guillemets, de droite, fermez les guillemets, il y a globalement 3 types de profs en termes de ligne idéologique. Et c'est pas condamnable en soi, évidemment, mais ça dit aussi quelque chose du manque de pluralisme dans le monde universitaire. Vous avez soit des postmodernes, donc on pourra en reparler, mais la rationalité a échoué, le système nous a trahis, tout est dans les discours, la neutralité n'existe pas, etc. Donc ça, j'en avais beaucoup, vraiment beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Soit des libéraux de gauche, donc pour ceux qui connaissent un peu sur la ligne de John Rawls, donc libéraux, mais quand même très intéressés par la question des inégalités, de la redistribution, libéraux sociaux, si on veut. Et quelques profs un peu plus inclassables qu'on pourrait soupçonner par omission d'être peut-être de droite, mais très franchement, sur mes 2 années, il y en a peut-être 1, peut-être 2 que je pourrais soupçonner de penser à droite, si on peut dire. Et c'est tout. Mais c'était quand même, encore une fois, même quelques années plus tard, alors que c'est un phénomène qui est en train de se radicaliser, nettement moins fort que ce que j'avais pu connaître à Exeter, en termes disons, d'agressivité idéologique. Mais forcément, la question du pluralisme se pose quand même, et va se poser de plus en plus. Alors, il y a quelque chose aussi qui caractérise le wokisme, c'est la cancel culture. Donc le fait d'effacer des personnes, des écrits ou de déboulonner des statuts. Vous démystifiez, et c'est ça qui est intéressant, vous démystifiez les arguments woke en fait, notamment sur le fait de dire que la cancel culture n'existe pas. Et vous utilisez pour ça la métaphore de Freud sur l'eau chaudron. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement pour montrer à quel point leurs arguments sont illogiques en soi ? C'est pour le coup une métaphore que je reprends à la journaliste Eugénie Bastier qui en avait très, très justement parlé dans le Figaro, qui est que Freud raconte une anecdote
de personnes qui rend à quelqu'un un chaudron troué, et forcément qui se fait reprendre là-dessus, et il choisit une stratégie argumentative assez particulière, qui est de dire, premièrement, je ne t'ai jamais emprunté le chaudron, et deuxièmement, il avait déjà un trou quand tu me l'as donné, et j'ai oublié le troisièmement. Troisièmement, je ne te l'ai jamais emprunté. Oui, mais je crois que je l'ai dit en premier, pardon. mais il y en avait trois, mais en effet, des arguments contradictoires, je les ai plus tout à fait en tête. Mais l'idée est là, et la métaphore avec le wokisme est intéressante parce que ils vont dire à la fois le wokisme n'existe pas, mais est une très bonne chose. Et ça, je trouve cet argument intéressant. Et également a toujours existé. C'est les trois variantes. Et là-dessus, ça a été particulièrement le cas pour l'enseignement de la théorie critique de la race aux États-Unis. Donc, peu après, enfin plutôt pendant le Covid, il y a eu un phénomène intéressant qui était que les parents ont pu voir avec les cours en Zoom ce que leurs enfants voyaient à l'école, ce qu'on leur enseignait, ce qui a changé pas mal la donne dans certains États. Et les parents étaient outrés assez logiquement par l'essentialisation raciale négative des étudiants blancs, ou intrinsèquement parce que blanc, vous êtes coupable de X, Y, Z. Il faut déblanchir, alors ils vont dire symboliquement, mais c'est quand même très fort, les classes, les cours, les curriculums, etc., décoloniser, on y revient. Et face à ça, face à l'énervement des parents, la ligne a été de dire « vous n'avez pas vu ce que vous avez vu de vos yeux ». Ou alors de faire une sorte de stratégie de cheval de Troie sémantique et de dire « non, en réalité, tout ce qu'on veut, c'est enseigner l'histoire de l'esclavage à l'école ». Pour ensuite, derrière, mettre la théorie critique de la race. Et ceux qui ne voulaient pas, d'un seul coup, devenaient d'affreux confédérés esclavagistes, selon une stratégie rhétorique bien connue. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie-là, à mon sens, qui est d'ailleurs volontaire ou pas, c'est possible que ce ne soit pas conscientisé comme stratégie de leur part, mais a été catastrophique pour les démocrates, où ils ont vraiment perdu des élections imperdables. Je donnais l'exemple de l'élection, je crois, en Virginie, de certains sénateurs, mais je dis ça de tête, je ne devrais pas dire une bêtise, où pour le coup c'était en tout cas annoncé comme imperdable pour les démocrates. Et le débat s'est fait autour de la théorie critique de la race dans les écoles. La ligne du Parti démocrate a été de dire « ce que vous avez vu de vos yeux n'a pas eu lieu », et ils ont perdu. Donc c'est à mon sens quelque chose qui sur le long terme... en fait, une fois que le terme et le débat est posé ainsi, dire « je refuse de débattre » ou « le débat n'a pas lieu d'être », c'est une stratégie défensive qui ne peut que déjà frustrer rendre le débat très énervant et frustrant. On a vu ça sur le wokisme en France, ou encore aujourd'hui, je suis obligé de dire au début de l'entretien, si ça existe, regardez et donnez des exemples pour que les gens prennent ça au sérieux. Et par ailleurs, c'est une stratégie qui consiste nécessairement à perdre du terrain. Je pense que c'est une mauvaise idée de leur part, mais après, je ne vois pas trop quelle alternative ils auraient, parce qu'ils ne peuvent pas assumer leur normativité très radicale, telle qu'elle dans l'espace public aujourd'hui sur la plupart des sujets. C'était un peu la même chose avec la théorie du genre en France. La théorie du genre n'existe pas, mais c'est une très bonne chose en même temps. Exactement. Et oui, la comparaison est très pertinente, je suis d'accord. C'était très précurseur là-dessus, et pour le coup, sur ce point, Jean-François Bronstein a été assez précurseur, parce qu'il s'y intéressait avant le wokisme, et il a eu raison d'y voir une part centrale de ce qui est advenu ensuite sous le nom de wokisme. Alors, est-ce que la défense des minorités qu'endossent justement les woke est une défense des minorités, gratuite et faite dans une intention bienveillante et réelle, enfin réellement bienveillante, ou est-ce que c'est finalement la haine de l'Occident et de la norme occidentale qui l'emporte chez les woke ? C'est pour moi la question vraiment cruciale, parce que c'est parmi les poncifs journalistiques qu'on entend sur la question, ça n'est que la défense des minorités. Il y en a d'autres, c'est que ça n'est que l'égalité, etc. Mais celui-là est quand même assez coriace, il revient souvent. Je vais donner un exemple qui est devenu d'actualité, même si j'avais écrit le livre il y a longtemps, qui me semble être la réaction que les militants ont eue vis-à-vis de réalités incommodantes aux États-Unis d'un point de vue statistique. Donc, la théorie critique de la race, dont on a un peu parlé, qui est la branche racialiste du wokisme, qui est particulièrement populaire aux États-Unis,
qui commence un petit peu à percer en France. On a des phrases comme « telle salle est trop blanche »,« tel film est trop blanc ». Parfois, mais c'est quand même beaucoup moins fort. C'est une grille de lecture qui a plus de mal à passer chez nous. Pour faire court, c'est une théorie qui va dire que le système occidental, et particulièrement américain, est omnipotent et omniprésent, étouffant, et il a été créé par et pour les Blancs. Et donc une fois qu'on a postulé ça, lorsqu'on constate que les Asiatiques et les Juifs, par exemple, se débrouillent beaucoup mieux que la moyenne aux États-Unis, on est face à un dilemme qui est abandonner ses minorités ou abandonner sa théorie, ou à minima amender sa théorie. Et ils ont préféré abandonner leur minorité. Parce que désormais, aux États-Unis, et on le voit très clairement avec l'actualité, les Asiatiques, et encore plus les Juifs en ce moment, sont traités de white adjacent, c'est-à-dire de quasi-blancs, de proto-blancs, de trop proches de la blanchité qui fait office de mal suprême. Et donc ils ont été déchus symboliquement de leur statut de minoritaire, ce qui est très fort. Par ailleurs, le terme même de minorité est à interroger, parce que peut-il y avoir une minorité majoritaire ? La femme est une minorité majoritaire à ce moment-là. Donc minorité n'est déjà pas un terme statistique, il faut garder ça en tête. En tout cas, il y a autre chose derrière le terme, parce que l'exemple de la femme le prouve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut faire un détour rapidement par Hegel en essayant de ne pas être trop aride. Il s'inspire, je pense, de sa conception de l'histoire. Il la déforme évidemment, mais il s'en inspire. Qui est de dire l'histoire, c'est l'histoire de la liberté qui prend conscience d'elle-même. Et l'histoire avance non pas de façon linéaire, mais de façon dialectique, ce qui permet aujourd'hui, typiquement, même après les guerres mondiales, de dire non, mais en fait, c'est une phase de recul, mais derrière, il y aura une synthèse, on passera, etc. Je schématise évidemment. Hegel a une grande admiration pour ce qu'il appelle les grands hommes, parmi lesquels Napoléon, parce qu'ils aident la rationalité à progresser dans l'histoire. Mais même les grands hommes, nous dit Hegel, quand l'histoire a fini de s'en servir, les jette comme un Kleenex usagé et passe à la suite. Et là-dessus, je pense que la métaphore est intéressante avec les minorités. C'est-à-dire que l'histoire avec un grand H a besoin des minorités à un instant T pour faire avancer son projet, en l'occurrence ici des constructeurs. Et lorsque, à un instant T, leur utilité a cessé d'être, on les jette comme un Kleenex usagé. Et donc il faut comprendre que la minorité n'est pas chérie en soi, mais en tant que force de déconstruction, en tant que chair à canon déconstructrice. Et donc typiquement, la femme, qu'on aurait pu croire chérie en soi, défendue en soi, lorsqu'elle est juive en ce moment, n'est pas défendue en soi, et le fameux « femme, on vous croit » n'est pas utilisé pour dépeindre, pour décrire des femmes juives qui disent avoir été violées par le Hamas, par exemple. Lorsque la catégorie du transgenre est arrivée et assez logiquement entrée en conflit avec la réalité biologique de la femme, on a arrêté de dire « femme » dans les milieux woke pour dire « personne qui menstrue », corps qui saigne, corps avec un vagin, qui a été utilisé par The Lancet. CNN également aux États-Unis a repris ces notions-là, donc c'est pas du tout minime ou circonscrit à des milieux militants radicaux. Et donc là, on a bien compris qu'il n'y avait pas de la défense de la minorité en soi, mais la défense de la minorité à un instant T. Et lorsqu'on trouvera une minorité plus déconstructrice qui rentrera en contradiction avec la minorité d'hier, on la mettra de côté et même on détruira les sports féminins par l'arrivée du trans, par exemple, où il y aura des hommes qui vont dominer les classements. Et ça, c'est par féminisme. Et donc, insulter les femmes par féminisme est devenu chic. Et ça, c'est, à mon sens, intrinsèque au mouvement et pas accidentel. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça permet de montrer qu'il n'y a pas, je dirais, de versant positif à ce mouvement, que tout éloge de A est en réalité fait pour dénigrer B. Et si on peut dénigrer B autrement, eh bien on trouvera un autre A dont il faudra faire l'éloge. Mais c'est vraiment important de comprendre l'aspect instrumental de la minorité. Oui, alors en effet, vous expliquez que c'est un mouvement de négation. Et pour l'analyser, vous allez utiliser le conte d'Orwell, La ferme des animaux. Vous allez même jusqu'à comparer un discours de Alice Coffin et d'un des cochons de La ferme des animaux. Quel parallèle on peut faire entre le wokisme et ce récit d'Orwell ? C'est un récit d'une simplicité, d'une profondeur assez biblique, qui est trop souvent un peu méprisé, alors parfois au profit de 1984, mais parfois méprisé tout court, parce que justement, de par sa dimension un peu faussement enfantine. Un enfant de 9 ans pourrait le lire, c'est très court, ça parle d'animaux dans une ferme, c'est inoffensif. Alors qu'en réalité, malgré les traits d'esprit, c'est très sombre, et donc pour synthétiser rapidement,
on a des animaux assez clairement opprimés dans une ferme, parce qu'Orwell est forcément nuancé dans son analyse, opprimés par un fermier. Et au sein de cette ferme, donc, il y a des cochons qui symbolisent un peu une avant-garde éclairée, beaucoup plus charismatique que le reste des animaux, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus habiles, stratèges, et qui, au nom des dominés, donc des restes des animaux, vont faire la révolution en tant qu'avant-garde éclairée. Et la façon dont même la figure qui est sans doute inspirée de Marx, ou en tout cas des théoriciens marxistes, qui leur racontent la révolution à faire, et qui meurt très rapidement, donc la révolution se fait sans lui, mais il l'a appelée de ses voeux, propose un projet négatif, qui est de dire, une fois que vous aurez éradiqué l'homme, avec un grand H, donc le fermier en particulier, qui est la concrétisation du système de domination, on pourrait dire, mais l'homme en général, qui est quelque chose de plus abstrait, une fois que vous aurez renversé le système, en gros, si on traduit, tout ira mieux. Et le versant positif de leur utopie est quasiment jamais décrit. Vous n'aurez plus à travailler, vous n'aurez plus faim. C'est très flou, ça ne va jamais plus loin que ça dans l'intégralité de l'ouvrage. Et lorsqu'il s'agit de motiver les animaux à être d'accord avec les cochons, ce qui revient à chaque fois, c'est la menace du retour de l'homme. C'est-à-dire que la menace du mal, d'un ennemi. Et à titre d'exemple, il y a un moment où le moulin, une fois la révolution faite, le moulin qu'ils ont construit, qui est symboliquement très important, parce que c'est le moulin qui peut leur permettre d'être enfin indépendants, qui peut leur permettre de montrer que lorsqu'ils sont autogérés, ils peuvent faire mieux qu'avant, sous le joug de l'oppression, etc., s'écroule pendant la nuit. Et là, il me semble qu'ils avaient 3 postures existentielles qu'ils auraient pu adopter. L'une qui était on n'a pas assez bien construit le moulin, c'est de notre faute. Et donc une forme de responsabilisation individuelle qui aurait été, pour le coup, psychologiquement très saine. Une autre qui aurait été, je dirais, s'en remettre à la tragédie de l'existence, qui est de dire, parce qu'il y a une tempête pendant la nuit, c'est des choses qui arrivent, on ne contrôle pas, tant pis, on va le reconstruire, et voilà, c'est de la faute de personne. Et ils choisissent une 3e option qui est de dire, pendant la nuit, dans le secret, Boule de Neige, qui est un des dissidents, qui a rejoint les humains, est venu pendant la nuit avec des humains pour casser le moulin. Donc là, c'est important, c'est-à-dire que ils sont forcément mus par la peur du retour du mal et non pas par l'amour d'un bien à venir. Et qu'est-ce qui se passe ? La révolution politique se mue en révolution géométrique. C'est-à-dire que la révolution n'est qu'un tour sur soi au sens propre du terme, où ils finissent par revenir au point de départ. Et la dernière scène, qui est très frappante et très connue, c'est, donc après avoir eu des cochons qui disent « abolissez l'homme et tout ira mieux », on voit des cochons et des hommes qui trinquent ensemble et qui sont même indistinguables les uns des autres, avec la fameuse phrase « les yeux des animaux allaient de l'un à l'autre, puis de l'autre à l'un, et n'arrivaient pas à les distinguer », ou quelque chose comme ça. Et pourquoi c'est important pour le wokisme ? Le wokisme dépeint son utopie de façon négative, donc ils vont se dire déconstructeurs, ils vont promettre de déboulonner des statues, ils n'en construisent pas beaucoup, voire quasiment jamais. Ils vont se proposer d'annuler des personnes. Lorsque on va leur demander de se définir en quelques mots, ils vont dire la lutte contre les discriminations. Lorsqu'on leur demande de dépeindre leur utopie, ce sera une photographie négative, un monde sans domination, racisme, sexisme, etc. Et de ce point de vue-là, on en a parlé avec l'antisémitisme, ils sont fatalement revenus au point de départ. C'est-à-dire que pour prendre une autre métaphore, ce serait comme être sur un bateau et voir des récifs arriver et mettre un grand coup de barre dans une direction sans avoir de meilleur cap à définir. Et fatalement, vous aurez fait 360 degrés. C'est-à-dire que le 180 degrés se mue en 360 degrés lorsque vous n'avez pas d'objectif positif. Et pareil sur le féminisme, donc la défense de la femme qui aujourd'hui se termine par l'abolition du sport féminin, insulter les femmes par féminisme et remettre des prix de femmes de l'année à des hommes, ce qui a lieu avec le mouvement trans, là aussi. Donc là, on voit que lorsqu'on définit son objectif par la négative, on finit fatalement par revenir au point de départ. Et c'est à mon sens, là, de ce point de vue, et aussi on en parlera de la logique de ressentiment qui est présente chez les animaux de la ferme, que l'œuvre d'Orwell est précieuse. Il y a aussi dans l'antiracisme, justement, parfois des pratiques racistes, non-mixité, discrimination dite positive, mais est-ce que ça existe ? Et souvent, justement, les woke, pour justifier, vont dire mais en fait, pour abolir le racisme, on est obligé d'en passer par là. Et c'est vrai que c'est un argument qui peut toucher les gens, enfin, qui peut faire écho. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet argument ? Vous avez raison d'en parler, c'est un argument assez central dans leur façon de faire. Il est bien résumé de façon assez habile par la militante d'extrême gauche Rokhaya Diallo qui dit
les races n'existent pas, mais les racistes, oui. Une façon de dire que ce n'est pas nous qui racialisons, c'est le système raciste, etc. C'est une logique qui est difficilement réfutable parce qu'elle est assez infalsifiable. C'est-à-dire qu'on pose dès le début le système racialise négativement les blancs, négativement les noirs et positivement les blancs. Et donc, par antisystémisme, par dissidence, il faut accepter cet état de fait. Et c'est ce qui mène à ce que Pierre-André Taguieff, le philosophe, appelle le paradoxe constitutif de cet antiracisme, qui est racialisé au nom de l'antiracisme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une logique qui vient d'assez loin. Moi, je parle dans mon essai de SOS Racisme. On peut citer également même, contrairement à l'image qu'on en a parfois, des logiques, des discours qu'on entend dans les années 60 déjà aux États-Unis, qui est de dire, pour atteindre la non-pertinence des races, pour atteindre la neutralité raciale, pour atteindre le color blindness, la cécité aux couleurs, etc., il faut dans un premier temps racialiser positivement ceux qui ont été racialisés négativement, pour ensuite imaginer atteindre un point de neutralité où là on pourra arrêter de voir les couleurs. Et là où c'est quand même une logique, le mot orwellien est galvaudé, mais une logique quand même à minima paradoxale, c'est que c'est vraiment, si on le résumait en une phrase, il faut voir partout la race pour un jour ne plus la voir nulle part. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et je ne sais même pas si le but, c'est que ça fonctionne. Parce que si on prend, par exemple, la logique marxiste, on en reparlera peut-être après, mais qui est assez constitutive de la grille de lecture raciale du wokisme. Donc initialement, le marxisme, c'est il faut que le bloc prolétaire, donc les dominés avant l'heure, mais qui sont majoritaires, contrairement au logiciel woke, où c'est les minoritaires qui... Mais passons. Il faut que le bloc prolétaire se conscientise en tant que bloc prolétaire pour pouvoir renverser le bloc bourgeois, faire la révolution et enfin atteindre l'utopie marxiste. Et là, si on met ça sur la grille de la race, ça devient, il faut conscientiser et donc racialiser le bloc noir, ou le bloc non blanc, le bloc racisé, comme ils disent, en tant que racisé, dans le but de faire la révolution raciale, et ensuite peut-être que, mais ça devient évidemment parfaitement utopique au sens propre, qu'on ne verra plus les couleurs une fois qu'on aura détruit le système raciste. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que on verra la même contradiction qu'on a vue chez les communistes sur le rapport à l'État. Ce que les gens ne savent pas ou peu, c'est qu'en réalité, dans les écrits marxistes et communistes, il y a la volonté de mener à la dépérissement de l'État, au dépérissement de l'État. L'État doit disparaître, en fait. Et comme on le sait, dans les faits, ça a mené aux sociétés les plus étatistes du monde, où tout était maîtrisé par l'État, une bureaucratie gigantesque. Et là, je pense qu'on aura la même chose, c'est-à-dire que l'éloge de la société post-étatique a mené à une hyper-étatisation dans les faits. Et là, leur éloge, alors qui n'est pas fait très souvent, mais qui est fait parfois, d'une société post-raciale qui, en tout cas, posée comme but, je pense, pour rassurer les antiracistes à l'ancienne, on va dire, mènera en réalité à une société hyper-raciale. Et je pense qu'on le voit déjà à bien des égards. Et dans cette perspective, justement, antiraciste, qui passe par la racialisation, vous citez notamment des journaux américains comme le New York Times qui vont mettre un B majuscule à black et un W minuscule à white pour mettre en avant les Noirs. Même dans les discours ambiants, vous citez Douglas Murray, donc, le philosophe anglais, qui parle d'un discours proto-génocidaire, donc par rapport à tout ce qui est blanc. Est-ce que vous pensez que ce discours il peut mener à des actes, sans parler forcément de génocide, mais de violences qui vont aller plus loin que de se cantonner aux simples paroles? Je pense que ça a déjà été le cas en partie lors des émeutes de Black Lives Matter. Donc, qu'on n'a pas vraiment connu en France, mais qui aux États-Unis, en juin 2020, été 2020, ont vraiment été très très violentes. Il y a des estimations qui jugent les dégâts de l'ordre de 2 milliards de dollars en termes de vitrines cassées. On a vu des scènes assez agressives. Il faut voir si, au moment de l'élection américaine à venir, on n'aura pas des choses similaires. Il faut espérer que non. Donc ça a déjà eu lieu à certains égards. Il y a en effet une radicalisation dans les discours. Le terme proto-génocidaire est fort, mais à mon sens, dans certains cas, peut-être justifié. Je donne l'exemple là d'un collaborateur du New York Times qui dit, en anglais donc, la blanchité est un virus
qui ne mourra pas tant qu'il n'y aura plus de corps à infecter. Pour le coup, c'est un propos qui est assez fort. Je cite également une psychologue, je crois, qui tient un discours, une conférence à l'université de Yale, et qui expose sans vergogne son fantasme de, je cite, décharger un revolver dans la tête des Blancs, de s'essuyer les mains sans culpabilité, comme s'il avait accompli, je cite, comme s'il avait rendu au monde, je cite, un putain de service. Quelque chose de cet ordre. Les traductions des insultes sont toujours approximatives, mais... encore une fois, ce qui est frappant, c'est que je pense que personne en France, quasiment personne parmi vos auditeurs, n'ont entendu parler de ces phrases-là, alors qu'à l'inverse, il n'y a pas un Français, il n'y a pas un Allemand, il n'y a pas un Italien qui ne connaisse pas le nom de George Floyd. De la même façon, Douglas Murray cite en long, en large et en travers une affaire effroyable, comparable, voire, si ces choses-là sont comparables, encore plus affreuse que ce qui est arrivé à George Floyd, d'un homme blanc, Tony Timpa, qui a été tué de façon vraiment odieuse. J'invite les lecteurs à trouver le témoignage en détail, parce que je ne pourrais pas donner tous les détails aussi précisément, et ça vaut le coup de lire ce témoignage-là. Et un des policiers qui l'a tué, en tout cas, était noir. Et je pense que personne qui nous entend connaît le nom de cette personne, Tony Timpa. À l'inverse, tout le monde connaît George Floyd. Et il ne s'agit pas de dire on n'aurait pas dû s'indigner sur Floyd ou quoi que ce soit, mais simplement que ceux qui nous disent le système favorise outrageusement les Blancs à l'encontre des Noirs ne sont pas capables d'expliquer ce genre de disparité où en réalité on se rend compte qu'on est plus proche de l'inverse, d'un antiracisme systémique que d'un racisme systémique. Et pareil, on a le droit de dire, je dis pas que ça passe comme une lettre à la poste, il y a quand même quelques réticences au sein des Français là-dessus, et même au sein de certains médias, il faut pas être... il faut garder la nuance là-dessus, mais on peut quand même à peu près dire tel film est trop masculin, tel film est trop blanc, tel film est trop hétérosexuel. Personne ne dit tel film est trop noir, tel film est trop homosexuel, et tel film est trop féminin. C'est des choses qu'on n'entend pas. Je cite pareil Alice Coffin et Pauline Armange qui revendiquent et qui sont invités à la télévision pour détailler les nuances infinies de leurs pensées, la misandrie et la généralisation des défauts masculins. Tous les hommes, oui, tous. Le livre de Pauline Armange s'appelle « Moi les hommes, je les déteste ». Et c'est pas un titre provocateur, c'est un titre qui est véridique de l'ensemble de l'œuvre à l'intérieur. Tous, point d'interrogation, oui, virgule, tous, point. Elle l'assume. Vous n'entendrez jamais un auteur qui titre un ouvrage « Moi les femmes, je les déteste ». Et encore une fois, il s'agit pas de... Je suis pas en train de me battre pour le droit d'écrire un livre qui ressemblerait à ça. Le mien, d'ailleurs, ne ressemble pas du tout à ça, évidemment. C'est juste qu'il pose un diagnostic sociétal qui est non seulement faux, qui ne se contente pas d'être erroné, mais qui va jusqu'à décrire l'inverse de la réalité. Et je pense que c'est important de garder ça en tête, et ça permet aussi de voir toute leur œuvre sous un autre regard, je pense. Il y a aussi dans cette idéologie l'idée que le système qui nous domine est partout et qu'il est fait de domination. Donc tous les rapports sociaux sont marqués par la domination. Donc ça donne quelque chose de l'ordre un peu de la superstition et de la paranoïa, puisqu'on va analyser tous les signes autour de nous. Vous parlez d'un monde réenchanté. Est-ce que le wokisme, c'est devenu une espèce de religion de substitution aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je dirais qu'il y a eu manifestement trois regards sur la question de l'enchantement qui se sont succédés au sein de l'Occident. Ça fait un peu grandiloquent dit comme ça, mais un monde enchanté, donc pré-moderne, où là pour le coup Dieu agissait dans le monde, les miracles existaient, tout n'était pas purement matériel, etc. Ensuite, le désenchantement décrit par Max Weber, où là pour le coup il y a des machines, des faits, des statistiques, et on évacue toutes ces superstitions. Et un mouvement qui s'est accéléré récemment. Je ne sais pas si le postmodernisme à l'ancienne, années 60-70, était encore du désenchantement ou du réenchantement, mais en tout cas là, on est dans une sorte de réenchantement négatif. C'est-à-dire que le monde est réenchanté, mais négativement. C'est-à-dire qu'on n'a pas purement des faits, des statistiques, on a des forces un peu obscures, des démiurges négatifs qui contrôlent le monde. Et c'est intéressant de ce point de vue-là de voir l'évolution
de la notion de racisme. C'est-à-dire que ce que vont nous dire les Rokhaya Diallo et autres, notamment en version américaine, qui sont plus ouvertement radicales, sur le racisme, c'est qu'au moment des années 60, aux États-Unis par exemple, le racisme n'a pas disparu, mais est devenu plus discret. Et ce qui pose d'ailleurs la question de la filiation qu'ils assument parfois avec Martin Luther King, qui est de dire très concrètement, vous êtes en train de le mettre au chômage, rétrospectivement. Vous êtes en train de dire qu'il n'a rien accompli, qu'il a même rendu le racisme plus difficile à combattre, et plus puissant indirectement, parce que moins évident, moins visible, etc. Transformé en système. Et donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la paranoïa et du complotisme, qui est de dire, typiquement, si vous êtes face à un complotiste et que vous lui dites, et que plutôt lui vous dit tel événement géopolitique a été créé par la CIA. Il dit d'accord, donnez-moi des preuves. Et s'il en trouve, il pourra dire j'ai eu raison. S'il en trouve pas, il pourra quand même dire j'ai eu raison, parce qu'il dira oui mais la CIA est très forte pour déguiser ses traces, pour masquer son influence, etc. De la même façon, avec le racisme dit systémique, ils n'ont plus besoin de preuves. C'est-à-dire que le racisme est un système et la charge de la preuve tombe sur l'interlocuteur, qui est même déjà un peu digne de soupçon, parce qu'il va nuancer ou remettre en question le fait que le racisme soit partout, et donc, d'une certaine façon, y contribuer. La neutralité disparaît, et il n'y a que ceux qui luttent contre le racisme systémique, et les autres qui sont soit naïfs, soit cyniques. Donc conscients de ce qu'ils font quand ils s'opposent aux théories woke. Et ça, c'est très difficile à combattre, et il faut arriver à demander des preuves. Et pour revenir sur la notion de religion, je trouve que c'est une notion qui est parfois galvaudée dans l'espace public et qui est aussi révélatrice de notre époque, parce que manifestement, quand on veut insulter de toutes nos forces un courant, on le traite de religion, ce qui ne va pas de soi, il faudrait expliquer en quoi c'est nécessairement insultant, et c'est pas quelque chose qui est souvent fait. Et ensuite, il faudrait préciser à quelle religion ressemble le wokisme, et le terme religion est trop fourre-tout. Par exemple, on peut remarquer que les pays post-protestants, en moyenne, résistent bien mieux aux pays post-catholiques. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ? On pourra en reparler si vous voulez. Et pareil, distinguer entre religion et secte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein des sectes, lorsqu'on utilise le terme sectaire dans l'espace public, c'est un terme qui vient du mot secte initialement, c'est pas simplement des gens intolérants, ça l'est devenu dans le langage courant, mais c'est un rapport à l'autorité, c'est une menace perpétuelle d'exclusion. J'ai coutume de dire que vivre dans des milieux dits inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Également la symbolique de l'éveil, qui est très présente à la fois dans le terme woke, ce qui est une des raisons pour laquelle je tiens à ce terme, et dans le monde de la secte. L'éveil à soi-même, l'éveil à la réalité néfaste autour de nous. Et enfin, la secte a tendance, contrairement à beaucoup de religions, pas à toutes, à insister sur une séparation entre l'individu qui est sous l'emprise de la secte et ses proches qui ne le sont pas. Donc par exemple, au sein de la fameuse communauté trans, le terme mériterait d'être contesté, mais tant pis, des jeunes gens adolescents, donc pas encore majeurs, pas encore capables de prendre des décisions, des décisions en tout cas irrévocables, sont sur des blogs où des personnes leur disent « Voici les médicaments que tu dois prendre, voici ce que tu dois dire à des médecins et à des parents pour contourner leur réticence, s'ils en ont, quand ils font leur travail. Et si tes parents s'y opposent, c'est le moment de changer de parents, c'est le moment de passer à autre chose, de couper les ponts. » Donc là, on est vraiment sous de l'emprise sectaire, qui est de détruire les relations entre un individu sous emprise et ses proches qui résistent cette emprise. Tandis que, disons, celui qui se convertit au catholicisme, a priori, sauf s'il est dans un pays très intolérant vis-à-vis du catholicisme, n'aura pas de complications dans les relations avec ses proches. Donc je trouve que le terme religion est intéressant parce qu'il permet d'expliquer par exemple des phénomènes comme on a vu des lavements de pieds après la mort de George Floyd, on a vu des dessins de Floyd avec une auréole, on a vu le lieu de la mort de Floyd devenir lieu de pèlerinage, on a vu évidemment le fait de s'agenouiller, qui était symboliquement très fort, très intéressant et très répandu pour le coup, contrairement aux autres éléments que j'ai mentionnés qui étaient plus marginaux, mais est trop flou et fourre-tout parce qu'il ne distingue pas entre les religions et ne distingue pas entre religion et secte. Le professeur de philosophie, justement, Jean-François Bernstein, qui a écrit La religion woke, il compare le wokisme avec une religion, notamment sur la question du genre, avec les transgenres, le fait de penser qu'il existe une identité de genre qui se détache totalement de toute matérialité biologique. Le fait d'adopter cette croyance, c'est
C'est ça pour lui qui caractérise l'aspect religieux du wokisme. J'aime beaucoup les travaux de Jean-François Bronstein, et je l'ai évidemment lu et cité pour cet essai. Je pense que là où il a raison, c'est que le genre a remplacé l'âme, d'une certaine façon. Il y a une âme par personne, et à force, vu la fragmentation de l'acronyme LGBT, on va arriver à un genre par personne. Mais là aussi, en fait, ça ressemble plus au protestantisme où, in fine, de par la fragmentation, on arrive à une église par personne. Il y a plein de blagues là-dessus, que fait un protestant lorsqu'il est en désaccord avec un autre, ils fondent une église. C'est cette même logique. Et je me souviens lorsque, pour un ouvrage collectif anglophone, je voulais creuser cette question, très naïvement, très benoîtement, j'ai cherché sur Internet combien d'églises protestantes il y avait, en m'attendant à trouver un chiffre relativement stable. Et je ne l'ai plus en tête, mais la fourchette était tellement ridicule que je n'ai pas mis de chiffre. C'était entre 4 000 et 14 000, ou quelque chose comme ça. Et donc ça ne sert à rien de mettre un chiffre à ce moment-là. Et, parce qu'on ne peut pas. Et pareil, qui aujourd'hui peut me dire j'ai l'acronyme dans son entièreté, qui peut se mettre d'accord sur l'ordre des lettres par ailleurs. C'est la même logique. Donc là aussi, le protestantisme me paraît plus pertinent. Et ensuite, là où je nuancerais, c'est que dans le christianisme, par exemple, contrairement à ce que les gens ont tendance à croire, l'âme et le corps ne sont pas réellement séparés. On ne peut pas séparer les deux. D'ailleurs, lors de la mort et de la résurrection, les deux reviennent ensemble. Le corps n'est pas largué sur terre, si je puis dire, avec l'âme qui monte au ciel. Les deux montent ensemble. Donc, et même le Christ a choisi de s'incarner et de prendre un corps, ce qui est même ce qu'on lui reproche à certains égards, puisqu'on lui dit pourquoi être arrivé à telle période, à telle époque, à tel endroit, n'est-ce pas arbitraire, trop particulier, etc. Trop incarné, en somme. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire attention aux simplifications. Mais sinon, je pense qu'en effet, que le genre est venu remplacer l'âme. Mais peut-être qu'il faudrait retrouver l'âme pour réduire la question de genre à sa juste place. Alors, ce wokisme, il est porté par une génération, par la jeunesse en majorité. Vous avez aussi analysé les racines psychologiques du wokisme. Qu'est-ce qui caractérise donc cette jeunesse pour expliquer et qui pourrait expliquer ce mouvement, selon vous? Il y a plusieurs angles possibles. Je parle de la question du ressentiment en citant Nietzsche et certains auteurs nietzschéens. Il y a aussi la question du narcissisme. Je suis allé voir du côté du psychologue et historien Christopher Lasch. Sur la question peut-être du ressentiment d'abord. Là aussi, la ferme des animaux est assez précieux comme guide, on va dire. Si on reprend l'exemple du moulin que j'ai donné tout à l'heure, lorsque le moulin s'effondre, ce qui les pousse, à mon sens, à devoir attribuer cet événement, non pas soit à leur propre faute ou à la tragédie de l'existence, aux événements, aux aléas, à la météo, etc., mais au mal, c'est que c'est le ressentiment qui les tient en laisse. C'est la négation d'un ennemi. Pareil, je cite des Nietzschéens là-dessus. On y revient lorsqu'on fait... les gens qui sont tenus par le ressentiment ne font jamais que l'éloge de A dans l'optique de dénigrer B. Et ça, c'est la preuve qu'on est tenu par le ressentiment. Je ne sais pas l'éloge de la femme en tant que telle, mais de la femme capable d'accabler l'homme occidental. La femme non occidentale n'est pas intéressante. C'est pour cette raison-là. Donc c'est pas l'amour de l'égalité ou ce genre de choses qui les pousse, c'est le ressentiment. Ça, c'est important parce que même chez les observateurs lucides sur le mouvement, qui nous disent que ce qu'ils nous promettent est l'enfer, ils vont quand même dire qu'il est pavé de bonnes intentions. Et il me semble que l'analyse nietzschéenne démasque un peu cette prétention-là. Pour ce qui est du narcissisme, Christopher Lasch passe une partie de son livre, donc rédigé en 1979, ce qui paraît assez fou aujourd'hui. Lorsqu'on lit, on est constamment obligé d'aller revérifier la date de parution en disant que c'est pas possible. Il passe une bonne partie de l'ouvrage à battre en brèche les idées reçues sur le narcissisme. C'est pas, contrairement à ce qu'on pense, je pense assez communément encore aujourd'hui, une forme d'indépendance arrogante, mais au contraire une sorte de dépendance affective sur des stimuli externes. Et le post sur les réseaux sociaux ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un individu qui demande au monde extérieur, via la fonction des likes et des partages, etc., du clic, qu'on vienne renforcer son estime de soi. Et si réellement la personne s'aimait tant que ça,
Elle n'aurait pas besoin constamment d'avoir le monde extérieur qui lui dise tu es génial, tu es belle, tu es formidable, etc. Et c'est un circuit court qui a tendance à s'auto-alimenter, donc c'est très pernicieux. Donc là, je suis passionnant là-dessus, je vais essayer de faire court, mais je vais prendre deux, disons, faits divers woke, et je vais essayer de trouver leur cohérence, et on retombera sur la question du narcissisme. Il y a eu, au sein du théâtre Globe Theatre à Londres, qui est symboliquement important, parce que c'est le théâtre dans lequel Shakespeare faisait jouer ses pièces il y a de nombreux siècles, une Jeanne d'Arc interprétée de façon non-binaire. De la même façon, on revient à l'exemple donné tout à l'heure, on a fait un Shakespeare défenseur de la cause transgenre. Quel est le point commun de ces deux choses-là ? Narcisse, face au monde extérieur, n'a que deux options, qui est de dire soit le monde extérieur tombe d'accord avec moi, soit le monde extérieur doit disparaître. Et là, c'est intéressant parce que le militant woke se dit, de la même façon, soit les grandes figures classiques du monde occidental tombent d'accord avec moi en 2023, soit elles sont annulées. Elles sont soit absorbées dans mes causes, soit elles sont annulées. Et c'est très intéressant parce que là, pareil, d'une certaine façon, je fais l'éloge de Jeanne d'Arc uniquement en tant qu'elle soutient mes causes de 2023. Je fais l'éloge de Shakespeare uniquement en tant qu'il est d'accord avec moi. Ce qui, pour le coup, est vraiment du narcissisme pur. Et ce qui interdit la troisième voie, qui devrait être celle, notamment des jeunes qui apprennent, qui est la voie de l'humilité, qui est de dire je ne suis pas d'accord avec ce que dit Shakespeare, mais c'est probablement qu'il a raison et qu'il faut que j'apprenne de lui, et se laisser brusquer par le monde extérieur, si on veut, se laisser déstabiliser, bousculer, et devoir apprendre des classiques et du monde extérieur, plutôt que de demander au monde extérieur de venir refléter notre image. Et les écrans là-dessus, c'est d'ailleurs la signification une des significations possibles du titre de la série Black Mirror, qui a eu beaucoup de succès sur Netflix, qui est que les écrans sont au sens propre un écran noir, un miroir noir, qui reflète ce qu'on aimerait qu'il reflète de nous. Et ça ressemble de ce point de vue-là beaucoup à Narcisse, donc on revient au mythe de Narcisse, penché au-dessus de son lac, et au-dessous de sa flaque d'eau, et qui se contemple et qui a besoin que le monde extérieur lui renvoie son image en permanence. Et là-dessus, le militant woke est aussi fruit de son époque, et ce qui est intéressant, c'est que la quasi-totalité des essais woke que je cite, et j'en cite vraiment beaucoup dans l'essai, sont autobiographiques, insistent beaucoup sur le ressenti individuel, et donc sacralisent à minima leur ressenti à eux. Évidemment, le ressenti des dominants est néo-fasciste ou proto-fasciste, mais en tout cas, leur ressenti à eux est preuve de vérité. Et je n'exagère pas, mais stricto sensu, lorsqu'une minorité dans le logiciel woke vous dit « j'ai subi une microagression ou du racisme, du sexisme », ça devient vrai en soi. C'est une parole vraiment performative. Et là, on est vraiment dans le monde du ressenti narcissique, où ce que je ressens devient vrai. Et ce qui est terrible, c'est que la prolifération des studies identitaires, donc gender studies, etc., vient renfermer le sujet sur soi-même, précisément au moment, l'éducation supérieure, où il doit s'ouvrir sur le monde et aller découvrir le monde. Je peux m'étudier moi-même, je deviens un objet d'étude plutôt que d'aller étudier le monde. Et ça, je pense que c'est l'analyse de l'âge qui se vérifie et qui se bonifie avec l'âge comme jamais. Dans tous les scandales qui ont agité les universités, justement, qui sont en lien avec ce wokisme, on voit que souvent, les professeurs, les administrations ont plié. Pourquoi est-ce qu'il y a une tétanie des anciennes générations face à des étudiants, des jeunes ? Pourquoi est-ce qu'on cède aussi facilement face à ces intimidations ? Ouais. Il y a une formule d'universitaire, Joanna Williams, je ne pense pas que je la cite, mais qui m'a beaucoup marqué. Elle a écrit un ouvrage intéressant qui s'appelle « How Woke Won ». Et c'est une expression anglaise qu'elle utilise qui est « The activists were pushing at an open door ». Ils poussaient sur une porte, mais qui était entrouverte. Et la question, c'est pourquoi est-ce que la porte n'avait pas de résistance ? Et c'est à mon sens ce qui a beaucoup manqué dans les analyses qui ont été faites sur le wokisme depuis plusieurs années, qui est de se concentrer uniquement sur l'habilité du virus, en disant, regardez, ils sont fourbes, ils sont forts, ils passent par la bureaucratie, ils utilisent des termes qui ne définissent pas de la même façon que le commun des mortels, donc racisme par exemple, ils redéfinissent et les gens ont la vieille définition en tête. Tout ça est vrai. Mais lorsque un éternuement fait tomber un château de cartes, on ne tombe pas de sa chaise non plus. C'est-à-dire que le fait de dire que le virus est habile n'épuise pas la question de pourquoi un corps soi-disant sain
s'est laissé aussi facilement contaminer par un virus idéologique aussi jargonneux, aussi évidemment contradictoire, et qui a quand même un certain nombre de défauts sur le plan de la concurrence des idées, si on veut. Il y a quand même des boulets aux pieds, ce mouvement idéologique. Et pour autant, ça a gagné très rapidement, les gens ont eu peur. Et pourquoi ? Parce que je pense que le monde occidental, en général, et la gauche en particulier, française aussi, contrairement à ce qu'on dit, elle a résisté mieux que les autres gauches, que la gauche canadienne, américaine, anglaise, très bien, mais elle tombe en large partie aujourd'hui. C'est parce qu'à mon sens, ces gauches-là ont fait entrer en leur sein des bombes à retardement idéologique. C'est un peu la métaphore là aussi du cheval de Troie. Il faut qu'il y ait bien quelqu'un qui ouvre la porte. Et parmi ces bombes à retardement idéologique, on peut prendre la plus évidente, qui est la question du jeunisme. Lorsque on a 20 ans en 68, et qu'on théorise très habilement, de façon peut-être intéressée, consciemment ou pas, d'ailleurs je n'en sais rien, les jeunes ont toujours raison, particulièrement lorsqu'ils accablent la vieille société, les vieux, les anciens, etc. C'est très pratique. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prend 55 ans dans les jambes et qu'on tombe sur des jeunes qui nous disent « les jeunes ont toujours raison », virgule, espèce de vieux réactionnaire dépassé. Et là, c'est un exemple très très évident et très très bas de gamme de bombe à retardement idéologique, mais qui, je pense, n'est même pas compris par cette génération. Je pense qu'ils ne comprennent même pas l'aspect inéluctable de la chose. Ils auraient déjà pu le comprendre quand ils avaient 20 ans, mais ils ne sont toujours pas, je pense, capables de le comprendre lorsqu'ils en ont 75, à peu près. Et ça, je trouve ça frappant. C'est un exemple, on peut en citer d'autres. La fascination pour la figure de l'autre avec un grand A, qui n'a pas été inventée par le wokisme. Le sectarisme et la logique de ne pas faire le jeu d'eux, qui n'ont évidemment pas été inventés par le wokisme. Et il y a toutes sortes de tendances comme ça que le wokisme n'a pas créé, qu'il a repris et radicalisé, soit, et qu'il a retourné contre les anciens maîtres de ces idées. Et par exemple, ce qui est assez savoureux, c'est un exemple croustillant parmi d'autres, c'est l'universitaire Alex Maudo, qui dit à la fois que le wokisme n'existe pas et qui est non-binaire, qui, avant sa transition, expliquait, dans un ouvrage La panique morale, qui n'est pas parmi les meilleurs sur la question, que Caroline Fourest, je ne sais pas si les gens l'identifient, appartient, je cite, au milieu conservateur. C'est-à-dire que pour dire ça, il faut vraiment être... Enfin, c'est un exemple clair de sectarisme qui pousse à dire des bêtises colossales. Je ne peux pas imaginer qu'elle ait beaucoup lu Roger Scruton ou Joseph de Maistre ou ces auteurs-là. Elle n'appartient clairement pas à cette tradition-là, ce qui n'est pas grave. Chacun a ses traditions intellectuelles. Mais là, on voit le sectarisme se mettre en place. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'on assiste à l'étrange spectacle de gauche qui se traite d'extrême droite. Ce qui démontre par là que, dans leur logiciel, on ne peut pas simultanément être de gauche et avoir tort. C'est-à-dire qu'appartenir à la gauche, c'est avoir raison avec Sartre face à ceux qui ont tort avec Aron. Et que c'est impossible d'être à la fois de gauche et dans l'erreur. Et que la pire insulte qu'ils ont dans leur arsenal sémantique, c'est de traiter quelqu'un de droite, voire d'extrême droite. Et ça, encore une fois, c'est ceux qui ont allumé un incendie et qui ont été brûlés, quoi. Et il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas encore des désaccords entre ces chapelles de pensée, mais en tout cas de dire qu'ils n'ont aucun rapport est faux, c'est une mauvaise analyse. Et plus généralement, je dirais que le fait que le débat public autour du wokisme en France était centré entre gauche à l'ancienne et nouvelle gauche a fait mécaniquement, pas par une conspiration, mais juste mécaniquement, disparaître les points de convergence. Parce que forcément, le débat portait uniquement sur les points de divergence. Mais les points de convergence sont nombreux, et si on ne les étudie pas, à mon sens, on ne peut pas expliquer ce renversement au sein de la gauche. On reste au stade de je ne comprends pas, en 2 ans, ils sont passés tous à l'écriture inclusive, maintenant ils parlent de racisé, pour beaucoup d'entre eux. Alors là, ça revient un peu avec la question de l'antisémitisme, où il y a quand même une prise de conscience. Mais en tout cas, on n'explique pas le renversement qui a eu lieu. Si on regarde uniquement les points de divergence, on reste au stade de l'étonnement. Et je pense qu'il faut aller plus loin et chercher à l'expliquer. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le dernier chapitre. Alors, quand on s'intéresse aussi aux racines philosophiques du wokisme, parmi les observateurs, il y a un peu deux chapelles. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont dire qu'il y a une filiation
avec la French Theory, avec Foucault notamment, et d'autres que ce n'est pas le cas, que c'est purement américain, qu'il ne faut pas être aussi orgueilleux. Quelle est votre position là-dessus à vous ? Une façon rapidement de faire à peu près la synthèse entre américanisation et problème français, c'est de parler de SOS Racisme, qui, contrairement à l'image qui en a été faite rétrospectivement, même si Paul Yonnet, dès 1993, dans Voyage au centre du malaise français, un livre très courageux, démontrait qu'en réalité, il y avait une racialisation très claire. Là aussi, c'était pas une neutralité et une côté colorblind, c'était racialisation, entre guillemets, positive du dominant pour équilibrer. Mais ce que note Yonnet, c'est qu'il estimait que le point de neutralité et de rééquilibrage était atteint quand il écrivait, c'est-à-dire en 93, quand même vraiment longtemps, et qu'il notait déjà qu'en réalité, là où on devait imaginer que pour reprendre la métaphore qu'utilise souvent Douglas Murray, que le train arrivait en gare, donc ralentissait, on a vu au contraire une accélération. Ce qui remet un peu en cause l'intention derrière la racialisation positive, même initiale. Peut-être que ça a muté au fur et à mesure, je ne sais pas. Mais pourquoi je parle de ça ? On peut déjà dire à certains égards que l'américanisation du débat public français, et donc sa racialisation, ne date pas d'il y a 10 ans, mais à au moins plusieurs décennies. SOS Racisme, à certains égards, était déjà assez américanisé culturellement, même si ceux qui ont poussé ce mouvement et les mouvements connexes sont évidemment responsables et français. Ensuite, sur la question de postmodernisme versus américanisation, etc., je pense que dans le domaine de la race, SOS Racisme mis de côté, ou plutôt qui arrive en queue de comète, on a aux États-Unis clairement une fascination pour la race qui est moins présente en France, qui a structuré leur histoire beaucoup plus que la nôtre, bien évidemment. Où, pour le coup, on a une logique marxiste, j'en parlais tout à l'heure, notamment du côté de chez Herbert Marcuse, qui préfère changer de peuple que d'idées, en disant les classes prolétaires, la classe prolétaire, le prolétariat n'a pas accompli la révolution, donc il y a une sorte de déception terrible vis-à-vis de cette classe-là, qui vit rapidement au ressentiment et à l'insulte vis-à-vis d'eux. On va basculer sur un autre peuple qui sera les racisés, il n'utilise pas le terme, mais c'est tout comme. Et in fine, de fil en aiguille, il y a une filiation assez directe à faire, parce que souvent il y a des maîtres à penser qui citent le maître à penser d'avant. On passe à Angela Davis, par exemple, et in fine, Kimberlé Crenshaw, et même Ibram X. Kendi, qui sont deux figures très très centrales du racialisme américain là-dessus, qui, eux, citent Angela Davis, qui, elle, a eu, je crois, Herbert Marcuse en professeur de thèse. Donc là-dessus, c'est assez direct. Et ça, c'est américain. Par contre, ça a influé en France, et ça n'explique pas pourquoi cette grille de lecture passe à peu près dans certains milieux autorisés, on va dire. Donc ça, c'est quand même américain. Par contre, l'aspect genre, fluidité, je pense, nous provient à certains égards de Foucault, puis ensuite de Butler, qui évidemment caricature, simplifie Foucault, mais on ne peut pas exculper Foucault de toute responsabilité. Pour donner un exemple, je pense que les woke, à minima, au bas mot, mobilisent des thèmes foucaldiens. Par exemple, l'accusation qu'on entend de psychophobie, qui est le système est psychophobe, il ne se rend pas compte qu'il maltraite les gens qui ont des troubles psychologiques. Ça, c'est un thème éminemment foucaldien. C'est la question de l'exclusion arbitraire du système des fous, qui cherche à démontrer en détail dans son ouvrage sur la folie, que la définition de la folie a toujours changé. Et dans le fond, c'est un ouvrage intéressant, très documenté, mais dans le fond, qui vise à dire les classifications entre le fou et le non-fou sont arbitraires. Et ça, c'est un thème foucaldien. Le thème de l'exclusion, et donc qui préfigure en creux le slogan de l'inclusion, parce que l'exclusion est forcément perçue comme mauvaise, est un thème foucaldien. Le thème du savoir-pouvoir, qui est très importante, il s'en défendra plus tard, mais à mon sens de façon incohérente, en disant « j'ai jamais voulu dire ça ». Mais lorsqu'on le lit, il dit vraiment que savoir et pouvoir sont interchangeables, ce qui revient à dire que ce qui revient in fine à dire que lorsque je dis 2 plus 2 égale 4, je ne cherche pas à dire quelque chose de vrai, je cherche à m'emparer d'un pouvoir. Donc 2 plus 2 égale 4 devient... Enfin, la question 2 plus 2 égale 4 n'est plus centrale, la question devient à qui profite la déclaration 2 plus 2 égale 4 ? Et à qui profiterait la déclaration 2 plus 2 égale 5 ou 6 ? Et donc la question de la vérité intrinsèque disparaît au nom de lutte de pouvoir. Ça, c'est très clairement dit chez Foucault. Je suis allé lire l'ouvrage en entier avec
les pages où il est très très explicite là-dessus. J'ai plus la citation exacte en tête, mais je la donne dans le livre. Franchement, si quelqu'un veut me dire que c'est pas ce que Foucault voulait dire, il faut vraiment qu'il m'explique ce qu'il a voulu dire dans cette citation autrement. Donc ça, cet aspect-là, et pour le coup français, la fascination pour le tout discursif, le tout langage très présent chez Derrida. Et après, je terminerai la phrase là-dessus, enfin l'analyse sur ce point là-dessus. Là, on peut nuancer l'aspect français. C'est qu'il y a un texte intéressant de Bourdieu, qu'il a coécrit avec Loïc Vacan en 98, qui s'appelle « Les ruses de la raison impérialiste », qui critique l'universalisation d'une conception de la race faite par et pour les États-Unis. Ça, c'est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui, a priori, aurait été très favorable à des grandes explications systémiques totalisantes de le système exclut les minorités, etc. Et qui, là, sur ce point-là, s'est opposé. Et donc ça, c'est un exemple, quand même, d'une sorte de réticence française universitaire, réticence qui a un peu cédé aujourd'hui, quand même, mais qui existait quand même et qui est intéressante à analyser. Alors vous expliquez que le wokisme est voué à s'autodétruire, pris justement dans la spirale de la pureté qui fait que même les woke vont se manger entre eux. Est-ce qu'il y a un risque, parce qu'une fois que finalement le wokisme aura disparu, qu'est-ce qui va rester À quoi va ressembler la société post-wokiste, et est-ce qu'il y a un risque d'avoir des conséquences vraiment délétères ? C'est une question qu'il faut se poser fréquemment. Je pense qu'il faut se poser aussi une analyse pertinente, c'est à quoi ressemblaient les sociétés post-communistes. Qu'est-ce qui se passe après la chute du mur dans les esprits déjà ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir son idéal qui s'effondre au sens propre ? Dans quel état existentiel est-ce qu'on se retrouve à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on peut faire après ? Il y a ça. Pour prendre une métaphore qui, à mon sens, synthétise à la fois l'aspect optimiste et pessimiste que peuvent avoir les gens qui s'inquiètent de la montée du wokisme, c'est que le serpent se mord la queue, mais il fait autour de notre cou. Et ça rejoint plus directement votre question, qui est comment se fait-il, que si toute notre société est culturellement woke, qu'est-ce qui pourra rester ? À titre d'exemple, dans les grandes universités américaines et de plus en plus dans les grandes universités françaises, la sélection au mérite disparaît. Au nom de quotas ethniques, souvent aux États-Unis. Ça a été interdit par la Cour suprême récemment, ce qui est intéressant, ce qui est plutôt un des signes d'optimisme en termes de marqueurs métapolitiques très forts. Ça, c'est très intéressant. Mais les universités ont d'ores et déjà annoncé qu'elles chercheraient à le contourner de par les lettres de motivation, de par différentes façons. Donc, en fait, il ne s'agit pas de dire que les minorités ne peuvent pas être compétentes. Simplement, lorsqu'on arrête de chercher à tout prix la denrée rare qui est la compétence, tous les domaines concernés vont s'effondrer en compétences, par définition. C'est ce qu'il y a eu dans les systèmes communistes, par ailleurs. Et face à ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans un monde où la religion n'est plus source de légitimité et c'était les universités qui venaient remplir ce vide, lorsqu'on aura perdu même l'excellence universitaire, ce qui est déjà largement en train d'avoir lieu en France et aux États-Unis et dans le monde occidental à bien des égards, d'où tirerons-nous la légitimité ? Et ça va poser une question difficile et intéressante qui est actuellement, collectivement, on s'abreuve à une source pourrie, qui est le monde universitaire, mais il faut bien boire quelque part, il faut bien aller chercher sa légitimité intellectuelle quelque part. Donc soit il faut parvenir à nettoyer les écuries d'Augias, à déwokiser, débureaucratiser, parce que les deux vont beaucoup ensemble, le monde universitaire, et je connais beaucoup d'universitaires qui sont extraordinairement pessimistes sur le succès de cette tâche, ou alors, et c'est une tâche également herculéenne, reconstruire autre chose. Reconstruire un autre système de légitimité, reconstruire de nouvelles universités. Il y a des tentatives aux États-Unis, l'université UATX au Texas, je crois, qui essaie de faire ça. Ça coûte immensément cher, c'est très compliqué. Mais quand vous avez des universitaires lucides qui vous disent en fait, l'alternative est tellement compliquée qu'il faut être prêt à se farcir ce genre de projet, ça interpelle. Donc ça, c'est une vraie question sur l'après, la suite.
En termes je dirais de pessimisme plus généralement, on est quand même face à une tendance sociétale, une lame de fond très lourde. La question de la surprotection et du ramollissement de l'homme occidental égalitariste est un thème qui a intéressé de Tocqueville, par exemple. La question de la surprotection vient de loin, ça ne date pas de quelques décennies, ça s'est radicalement accéléré ces dernières décennies. Je cite des psychologues américains, par exemple, qui montrent que la surprotection des enfants dans les grandes villes, et notamment l'effondrement du temps de jeu sans supervision, a des conséquences dramatiques sur leur capacité à régler leurs différends tout seuls, versus se tourner systématiquement vers une source d'autorité pour les régler à leur place, ce qui, dans les faits, a tendance à vouloir dire la bureaucratie, et donc la bureaucratisation des rapports sociaux. Et ça, même si du jour au lendemain, en France, on est moins marqué par ça que les pays anglo-saxons comme le Royaume-Uni et les États-Unis, mais quand même, si en France, du jour au lendemain, on en revenait à une éducation très débrouillarde, où, je ne sais pas, il y a beaucoup de fantasmes à droite là-dessus, mais on envoie tout le monde au scout, service militaire, etc. On arrête toute forme d'aide bureaucratique pour les jeunes qui arrivent à la fac, etc. Même si on faisait quelque chose d'aussi drastique que ça, qui n'est pas garanti de marcher par ailleurs, on aurait encore toutes les générations qui ont été élevées comme ça, qui auraient encore à entrer, de par le fait qu'ils sont souvent surdiplômés, ou à minima mieux diplômés ou plus diplômés que le français moyen, dans le monde universitaire, dans le monde des think tanks, dans le monde des médias, dans le monde des avocats, dans les ministères. Et donc là-dessus, de ce point de vue-là, cette culture de la surprotection, qui est une des facettes très importantes du wokisme, va continuer à croître. Et pareil, je vais faire court, mais les préconditions sociologiques données par des sociologues américains, donc Jason Manning et Bradley Campbell, que je cite dans le second chapitre, sont une bureaucratisation forte des rapports sociaux dans un contexte donné, une diversité visible et présente, il faut bien qu'on ait des deux dominants et des dominés pour remplir des cases, un fort égalitarisme idéologique, en tout cas un haut niveau d'égalité, parce que c'est le paradoxe de Tocqueville, quand on a le plus d'égalité à un endroit donné, c'est là où la moindre inégalité résiduelle va choquer, et enfin une atomisation sociale forte. Et avec le Covid notamment, et de par l'immigration, ces préconditions sociologiques, a priori pour la plupart d'entre elles, ne vont pas disparaître, voire vont s'accélérer. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, les discours rassuristes, les virologues rassuristes, ont là-dessus assez largement tort depuis longtemps, et même si avec la question de l'antisémitisme qui a basculé et qui change un peu le rapport de force, on voit par exemple des grands donateurs retirer leur argent des grandes universités américaines, ce qui est pour le coup en termes de rapport de force très intéressant. Là, on a parlé de la Cour suprême aux États-Unis, ce qui est un rapport de force intéressant. Donc c'est nuancé, c'est pas évident de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas il y a quand même une tendance lourde dans la génération, tendance très lourde sociétale qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain du tout. Alors pour finir, vous êtes spécialisé dans la question du wokisme. Est-ce qu'à l'avenir vous souhaitez continuer à écrire et à analyser ce phénomène, ou vous allez peut-être publier des livres sur d'autres sujets ? Contrairement à ce que les gens peuvent croire, parce que c'est toujours le problème de se définir négativement, vous avez besoin de votre ennemi pour exister. Moi, ça ne m'intéresse pas sur le plus long terme. Je veux pas, j'aimerais qu'on puisse parler d'autres choses, sincèrement. C'est pas une formule. Moi, il y a beaucoup de courants intellectuels qui me passionnent. Le libéralisme, le conservatisme. J'aimerais pouvoir passer plus de temps à parler de cela. Le mouvement post-libéral, par exemple, est intéressant. Donc, sur le plus long terme, pas forcément. Je pense que, de par l'appétence à la fois médiatique et disons, populaire sur la question du wokisme, je serais appelé et j'en serais honoré à intervenir dans le débat public sur la question pour encore plusieurs années, normalement. Mais j'aimerais pouvoir parler d'autres choses. Et je pense que c'est ce que je dis dans la conclusion de l'ouvrage, c'est face à un mouvement purement négateur, la négation de la négation n'a pas d'intérêt. Il faut savoir proposer. Et c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais du haut de mes 25 ans, je n'ai pas pu le faire dans cet essai, mais c'est l'idée de proposer un méta-récit, un récit commun, unificateur positif, ce qui est d'ailleurs ce que dit Jérôme Fourquet dans son dernier ouvrage,
m'intéresse énormément. La question de savoir comment s'y prendre m'intéresse beaucoup. Et ce que j'ai trouvé intéressant en étant très charitable avec les intellectuels woke, c'est qu'en creux, en photographie négative, quand on les lit, il y a à mon sens un cri pour plus de communauté, pour plus d'unité, qui est très paradoxal parce qu'elle est masquée sous un éloge de la fragmentation et de la diversité. Mais à mon sens, c'est quand même ça. Des gens qui se ruent sur des communautés virtuelles, par exemple la communauté trans, qui crée la communauté LGBT, alors qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un mot qui ne veut rien dire, c'est qu'il y a un désir de communauté qui est très fort. C'est-à-dire qu'en l'absence d'alternative, le fait qu'ils choisissent ça montre qu'ils désirent ça et que c'est tout ce qu'ils ont. C'est à défaut de trouver de la nourriture spirituelle, ils n'ont que du poison. Et le désir d'unité qui ressurgit dans le wokisme et qui est très puissant montre qu'à mon sens, il n'y a que deux options qui étaient, pour prendre une phrase de Douglas Murray là aussi, en l'absence d'une éthique commune au sein de l'Occident, la seule éthique qui restait était l'opposition envers soi-même. Et je trouve que cette phrase est très forte et a été trop peu mise en avant parce qu'elle est fondamentale, surtout qu'elle vient d'un libéral classique, donc souvent ils sont assez réticents à l'idée d'affirmer la nécessité d'une normativité commune au profit d'une liberté individuelle. Et ces deux choix sont l'unité se refera nécessairement, la seule question c'est avec ou contre nous. Merci beaucoup Pierre-Valentin. Merci pour votre invitation. Merci d'avoir été avec nous pour cet entretien passionnant. Je rappelle que votre livre, publié aux éditions Gallimard, Comprendre la révolution woke, est disponible et j'invite nos auditeurs à se le procurer car il est extrêmement bien documenté, qui permet de saisir toutes les racines, tous les aspects du wokisme, très complet. J'invite également nos auditeurs à s'abonner à notre chaîne YouTube et à s'abonner à notre formule sur notre site internet www.livrenoir.fr. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Chers amis, depuis 3 mois, Livre Noir est présent partout sur le terrain et n'a jamais été aussi efficace et déterminant dans l'espace médiatique. Rien que ces 3 dernières semaines, nous avons réalisé plus de 70 millions de vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, faisant de notre média un des principaux médias indépendants à droite. Notre caractéristique est avant tout d'être les premiers sur le terrain lors d'événements cruciaux que la presse mainstream cherche à étouffer. Lors de la crise migratoire de Lampedusa en septembre, nous avons ainsi été les premiers journalistes français sur place. Sans nous, qui aurait proposé ce contre-récit médiatique à partir de toutes nos vidéos et interviews pour montrer depuis le terrain que oui, cette immigration était bien économique. Sans notre présence, largement relayée, nous aurions laissé le discours médiatique aux mains des ONG pro-migrants, comme à chaque fois. Plus récemment, nous avons fait partie des principaux médias à couvrir le terrible assassinat de Thomas à Crépol par des jeunes des cités. Non content de réaliser de nombreuses révélations sur cette affaire, qui ont été ensuite largement reprises, et d'être un des principaux canaux d'information en direct, nous avons été à nouveau les premiers journalistes sur place, en nous rendant directement dans le quartier de la Monnaie, d'où viennent les assassins présumés de Thomas. Un reportage largement relayé dans certains grands médias. Insultes, menaces, prises à partie, nous n'avons rien cédé et nous faisons front, car la peur doit changer de camp. Parallèlement à notre travail digital qui nous permet de dépasser les 550 000 abonnés, nous avons publié 2 magazines exceptionnels d'enquête de 160 pages. Le premier sur l'immigration, en nous rendant sur les routes migratoires en Tunisie, à Ceuta, en Turquie ou dans les Balkans, mais également en réalisant une infiltration de l'ONG pro-migrants Utopia 56. Et un second magazine qui sortira cette semaine, Une terre, deux peuples vers la guerre civile, pour lequel nous nous sommes rendus à Londres, au cœur des manifestations pro-Palestine, en Europe du Nord, à Roubaix ou encore dans les quartiers nord de Marseille, en immersion dans les trafics, en Israël près de la bande de Gaza ou en Arménie. Mais ce travail de terrain, qui produit d'excellents résultats avec le peu de moyens dont nous disposons, il a un coût. Et nous souhaitons désormais faire plus. C'est la raison pour laquelle nous lançons à partir d'aujourd'hui un grand appel aux dons afin de créer un véritable pôle enquête au sein de notre média. L'objectif est de donner à nos journalistes les moyens d'enquêter au long cours, car il est désormais temps de ne plus laisser l'apanage de l'investigation aux médias de gauche tels que Mediapart. Trop de sujets sont encore délaissés, comme l'extrême gauche, l'islamisme ou encore le clientélisme. Quand on voit que le média d'extrême gauche Street Press est sur le point de terminer une campagne de dons, dans le seul but d'investiguer sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, et qu'ils ont réuni près de 100 000 € pour cela, nous nous disons qu'il est temps de renverser la balance et d'enquêter sur eux.
Nous en avons assez de les voir passer leur temps à récolter des dons pour nous dénigrer, à chaque fois sous le prétexte qu'ils n'ont pas l'argent de Bolloré, alors qu'ils ont le vôtre, celui des subventions issues de leurs impôts. Nous n'avons ni milliardaires, ni État pour nous soutenir, mais vous et notre énergie. Ça ne dépend donc plus que de vous. Vous pouvez accompagner notre équipe qui n'a pas froid aux yeux et ne ménage pas sa peine en nous aidant via un don défiscalisé à 66%. L'objectif est simple, atteindre 50 000 € au 31 décembre 2023. Car face à nous, c'est tout un système qui résiste. Nous avons subi des fermetures de comptes bancaires, des procédures judiciaires et même des menaces d'expulsion de nos bureaux. Sans compter les menaces physiques, en reportage ou en ligne. Nous vous remercions de votre soutien. Parlez de nous autour de vous, relayez cet appel aux dons et faites qu'au soir du 31 décembre 2023, nous soyons en mesure d'avoir récolté 50 000 € et ainsi de créer ce pôle investigation chez Livre Noir qui fera trembler la gauche. Nous vous l'avons prouvé ces dernières semaines. Nous n'avons peur de rien, ni des attaques, ni des menaces. Notre combat, c'est l'information, sur le terrain. Et nous souhaitons le mener avec vous. Merci à tous, on compte sur vous.